Je pense qu'on va essayer de démarrer cette table ronde. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, une table ronde qui va porter sur la digitalisation pour la réduction de l'empreinte environnementale des projets de construction et de déconstruction. Et on va faire un focus particulier aujourd'hui sur la réutilisation, la valorisation des déchets du bâtiment. Alors, avant de démarrer vraiment la table ronde et puis de présenter les deux intervenantes du jour, juste donner quelques éléments de contexte. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau du secteur de la construction, l'empreinte carbone est quand même très significative. C'est malheureusement un des secteurs où l'empreinte carbone est la plus élevée. Alors ça s'explique pour différentes raisons. On a déjà la production des matériaux qui sont utilisés par le secteur qui est extrêmement consommatrice de ressources et qui rejette beaucoup de CO2. Si on prend le problème de la construction et au pied du chantier, on a quand même un secteur qui est très dépendant des ressources pétrolières, ne serait-ce que pour le transport de matières premières et puis pour le fonctionnement des engins sur les chantiers. Une manière d'essayer de jouer sur un des leviers possibles pour essayer de réduire l'empreinte carbone, c'est la mise en place d'une économie circulaire sur le secteur du bâtiment. Alors, on va avoir aujourd'hui deux intervenantes qui vont se présenter. Je vais leur passer la main pour qu'elles puissent dire en quelques mots qui elles sont, pour qui elles travaillent, etc. Donc, on accueille déjà aujourd'hui Christine Bralet de la société Batirim. Donc, je te laisse te présenter, Christine. Merci Arnaud, bonjour à tous. Donc Christine Bralet, effectivement directrice ingénierie chez Batirim. Batirim, c'est une jeune société qui se veut être un bureau d'études et de conseil en économie circulaire, qui a donc vocation à accompagner toutes les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, dans la définition tout d'abord et ensuite dans la mise en œuvre et la concrétisation clairement de leur stratégie économie circulaire afin de leur permettre d'atteindre des objectifs économie circulaire en termes de réemploi, de réutilisation, de recyclage, que ce soit sur des projets de déconstruction, qu'on nommera maintenant déconstruction sélective, pour permettre effectivement le réemploi et la réutilisation des éléments, mais également sur des projets de rénovation, et de construction neuve aussi, puisqu'on peut tout à fait intégrer maintenant des matériaux issus du réemploi et de la réutilisation dans les constructions neuves en allant faire un sourcing précis. Voilà. Et effectivement, pour accompagner toutes ces missions, Batirim a développé, et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui au BIM World, une solution digitale qui permet d'accompagner tout le processus de déconstruction sélective et de rénovation, en partant d'un inventaire très précis de la ressource, jusqu'à l'accompagnement des phases études, au suivi du chantier, au suivi des flux pendant le chantier, pour permettre le bilan de chantier, le recollement qui maintenant va devenir aussi une étape obligatoire pour apporter la preuve du réemploi et de la réutilisation et du recyclage qui aura été faite sur les chantiers. Voilà. Merci Christine. Alors notre seconde intervenante est en ligne, donc c'est Rabia Charef qui va se présenter. Je pense qu'elle a un petit slide pour s'introduire et expliquer un petit peu son parcours. Voilà, tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui. Donc bonjour à tous, moi je suis Rabia Charef, donc j'ai un background d'architecture, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant qu'architecte et ensuite j'ai basculé sur de la recherche en passant par la digitalisation. Mes centres de recherche sont justement l'économie circulaire et la digitalisation et comment la digitalisation peut faciliter le passage à l'économie circulaire. Aujourd'hui, je poursuis mes activités de recherche de manière indépendante et en même temps, je m'investis dans la rédaction de standards, notamment le standard de l'économie circulaire pour le secteur de la construction. Et dans ce cadre-là, je représente l'ONG ICOS, qui est basée à Bruxelles et qui a pour elle vocation de défendre l'environnement et de s'assurer que celui-ci est bien représenté lors de l'écriture des standards. Donc voilà en quelques mots ce que je fais aujourd'hui. Merci Rabia pour cette présentation. Alors pour lancer le débat de cette table ronde, on peut
peut-être déjà partir sur une première question. On va parler d'économie circulaire aujourd'hui à cette table ronde. Voilà, concrètement, de quoi s'agit-il? Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est pour toi, Christine, l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, effectivement, appliquée au secteur du bâtiment, va déjà commencer par conserver, préserver le plus possible et prolonger l'usage des bâtiments, donc à travers de l'entretien et des étapes de conservation, pour éviter effectivement de démolir précipitamment ou de manière trop anticipée. Une deuxième action va être effectivement de privilégier, lorsque c'est possible, la démolition partielle ou la rénovation, toujours dans cette logique de réduire les déchets, d'être dans une économie de la ressource, une économie de matériaux. Et puis, effectivement, un troisième élément qui est clé et qui est tout le sujet qui va nous porter dans les prochaines années, qui va être d'intégrer du réemploi, de la réutilisation, à la fois dans les rénovations, mais également dans les constructions neuves. Avec en perspective, chez Batirim, on raisonne toujours dans une logique économie circulaire à deux échelles. Bien sûr, l'échelle du chantier, pour effectivement essayer de mettre en place une boucle in situ, c'est-à-dire quand il y a un projet de rénovation in situ, essayer d'intégrer des éléments issus de la démolition partielle dans le futur projet de rénovation ou dans le futur projet de construction, si on est dans une démolition totale pour un futur aménagement du site. Et là, il y a tout un travail qui doit se faire en amont, effectivement, avec les maîtrises d'œuvre conception qui doivent monter à bord pour accepter d'intégrer à un moment donné, dans certains corps d'État, des éléments issus du réemploi et de la réutilisation. Donc ça, c'est la première échelle. Et puis la deuxième échelle, c'est effectivement faire le lien, mettre en place des boucles à l'échelle territoriale, voire régionale, où effectivement, si on ne peut pas faire du réemploi in situ, à ce moment-là, on va aller chercher des opportunités ex situ sur d'autres chantiers, sur d'autres chantiers à l'extérieur, effectivement, du chantier de démolition en tant que tel. Voilà. Et là, on va être également sur de la rénovation, sur de la construction neuve, et on va être dans une logique de sourcing, toujours de travail avec la conception, et puis ensuite de sourcing, une fois qu'on aura sélectionné un certain nombre d'ouvrages qui sera possible de faire à façon, à partir d'éléments de réemploi, eh ben on va faire du sourcing, toujours dans l'écosystème du chantier idéalement, pour aller chercher ces matériaux et puis concrétiser leur intégration dans le futur ouvrage. Merci. Alors, Rabia, pour toi, l'économie circulaire, c'est un sujet de recherche à part entière. Donc, tu peux peut-être nous présenter un petit peu ta vision? Tout à fait. Alors, pour moi, l'économie circulaire, d'abord, ça regroupe plusieurs écoles de pensée. La performance économie, qui a vu le jour avec Walter Stael. Et puis, une des plus connues, c'est finalement Cradle to Cradle. Donc, si on prend la définition de Ellen MacArthur, qui est quelque part un petit peu la référence au niveau économie circulaire, elle considère que c'est un système industriel qui est restauratif ou régénératif par intention de design. C'est un petit peu ce que disait Christine. Il remplace le concept de fin de vie par la restauration et l'utilisation d'énergie renouvelable. On va aussi éliminer l'utilisation de produits toxiques qui vont empêcher la réutilisation pour aussi avoir cette boucle fermée, mais qu'elle soit exempte de tout produit toxique. Et l'économie circulaire, ça a aussi pour but d'éliminer les déchets avec un design de meilleure qualité, des matériaux sélectionnés en amont de manière intelligente, des produits et des systèmes conçus différemment. Donc pour cela, on va avoir besoin aussi de mettre en place des nouveaux business models. Et finalement, l'économie circulaire, ça promeut les principes de circularité pour améliorer la durabilité, l'adaptabilité des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Donc ce qu'on veut finalement, c'est avoir des bâtiments qui soient composés de matériaux réutilisables et recyclables, exemple de tout produit toxique, et aussi des bâtiments qui vont pouvoir avoir une durée de vie longue afin qu'on puisse les adapter, avoir une conception flexible. Au niveau historique, en fait, les premières apparitions d'économie circulaire ont eu lieu au Japon. Ensuite, en Chine, là, ils en sont à leur 14e five-year plan pour l'économie circulaire. Donc, ils ont commencé en 2008. Et en Europe, on a vu donc en 2019 le climate neutral qui doit se faire d'ici 2050, basé sur le rapport European Green Deal. Donc en fait, ça contient quoi? Ça va contenir un petit peu
les notions de levels qui ont pour objectif finalement de produire un langage commun, c'est un petit peu les bases. Et puis ça comprend aussi la vague de rénovation qui vise finalement à rénover environ 35 millions de bâtiments qui sont aujourd'hui inefficaces, et ce d'ici 2030. On peut difficilement parler de l'économie circulaire sans parler du butterfly diagram, qui est finalement aussi apporté par Ellen MacArthur Foundation. Qu'est-ce qu'on voit dans ce diagramme? C'est on a au centre l'économie linéaire, ce qu'on connaît finalement aujourd'hui. Majoritairement, on prend les objets, on va les fabriquer, les utiliser, puis ensuite on les jette quand on en a plus d'utilité. Et l'économie circulaire, elle propose de faire les choses différemment en considérant deux cycles qui sont bien distincts et qui répondent à des logiques bien distinctes, ce qui est tout en lien avec la biologie, donc le biological cycle, et puis les cycles plutôt techniques, ceux qu'on va plutôt voir au niveau du secteur de la construction. Donc on voit bien ici qu'il y a plusieurs cycles et que le cycle le plus favorable, ça reste quand même celui où on va partager les services, les choses, et on va essayer de réparer. Ensuite, on va essayer de réutiliser. Le troisième cycle, ça va être la rénovation. Et puis, le cycle le moins favorable, on va dire, c'est le recyclage. Donc, ça, j'insiste dessus parce qu'il y a souvent un amalgame qui est fait de considérer qu'à partir du moment où on recycle, on fait de l'économie circulaire. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les principes de l'économie circulaire au niveau théorique, on va dire, le concept des couches qui a été introduit par Stewart Brand, c'est un principe qui est quand même assez important et qui pourrait servir de base pour les concepteurs. C'est-à-dire, on considère le bâtiment comme composé de plusieurs couches. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que chaque couche a une durée de vie différente. Donc, au niveau de la conception, il faut tenir compte de ce principe-là. Parce qu'on va avoir, par exemple, des éléments qui vont être obligés d'être rénovés N fois durant la vie du bâtiment. On a aussi, basé sur un cas d'étude qui a été fait dans les pays du Nord, ils en ont déduit 15 principes d'économie circulaire. Donc ça a été classifié en 3 catégories. On a d'abord tout ce qui est désassemblage, qui va renvoyer à l'importance des connexions afin d'optimiser le désassemblage, la notion de standard et la durée de vie. On a la notion de material passport. Ceci va nous apporter toutes les informations dont on manque en fait quand on veut gérer le bâtiment à la fin de sa vie et déconstruire et réinjecter les produits dans la boucle. On a souvent un manque d'informations. Et puis la dernière catégorie, c'est l'économie circulaire qui, elle, va renvoyer à la nécessité de changer de business model et de considérer les produits comme des systèmes. Plus récemment, on a la BREEAM Circularity Strategy qui, elle, va proposer 3 principes qui sont l'organisation des ressources, la conception du bâtiment et le management des ressources de manière circulaire. Donc finalement, on peut en déduire qu'on va difficilement pouvoir passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire du jour au lendemain. On va devoir passer par une économie qu'on appelle de transition, qui elle va contenir toutes les notions de design for deconstruction, design for disassembly. Et dans cette économie-là, on génère encore du déchet. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va rénover des bâtiments qui ont été conçus, eux, dans la logique de l'économie linéaire. Donc, pour, entre guillemets, assainir notre stock de bâtiments via la rénovation, on va forcément y arriver de manière progressive. Donc, voilà pour ce qui est de l'économie circulaire, selon moi, ce que ça peut signifier. Merci beaucoup, Rabia. Alors, si on enchaîne, là, on vient de définir ce que c'était l'économie circulaire. Et donc, aujourd'hui, on est sur un salon orienté sur le BIM, donc on parle digital. Comment justement le digital peut aider à mettre en place cette démarche d'économie circulaire? Rabia, je pense que tu as oui. des éléments de réponse. Alors déjà, bon, pour répondre aussi aux différents problèmes que tu as énoncés au départ, une des premières choses à faire, c'est finalement, on va devoir changer nos méthodes de travail. En digitalisant le secteur de la construction, on va changer nos méthodes de conception,
C'est-à-dire qu'on va concevoir les bâtiments en ayant en tête la fin de vie des bâtiments. On va se questionner sur les notions d'adaptabilité, de flexibilité. Et puis aussi, on va être amené à considérer le cycle de vie du bâtiment comme un système holistique. Et non plus voir le cycle de vie du bâtiment qui commence finalement à la programmation puis ça s'arrête à la fin de l'utilisation du bâtiment. On va intégrer la déconstruction comme faisant partie finalement du cycle de vie du bâtiment. Et on va essayer de considérer les matériaux comme des ressources, enfin les déchets plutôt comme des ressources, et on va par ce biais réduire l'extraction des ressources. Et puis il faut avoir cette vision de fermer la boucle des matériaux dont on a parlé tout à l'heure. Et puis finalement, on va de moins en moins être dépendant des matériaux qu'on va extraire, mais on va essayer d'avoir des systèmes, alors que ce soit à l'échelle de la ville ou que ce soit à l'échelle d'un pays ou d'une région, on va essayer d'avoir des systèmes qui sont résilients en considérant les bâtiments comme des banques de matériaux. Donc, la digitalisation, je vais aller vite fait sur le BIM parce que bon voilà, on génère un certain nombre d'informations via le BIM. L'idée était de dire cette information qui est générée, on peut l'utiliser pour la déconstruction. Donc ça, Christine en a parlé tout à l'heure. Les différentes utilisations du BIM. Alors on a plusieurs utilisations du BIM qui ont été identifiées en fonction de la première qui a eu lieu, c'est basé sur le Penn State, on a identifié 23 utilisations du BIM. Et puis aujourd'hui, on en est à 34 utilisations du BIM, dont certaines qui ont été clairement identifiées pour la gestion de fin de vie des bâtiments et d'autres qui ont été identifiées pour l'économie circulaire. Donc, on a aussi regardé quelles étaient les barrières, quels étaient les challenges en allant interroger finalement les praticiens. On a identifié 50 challenges qu'on a classifiés en 5 catégories. Je vais vite fait faire le zoom sur certaines de ces idées. On a d'abord le fait que le secteur de la construction est très conservateur. On a une importante résistance au changement. On a un manque de sensibilisation et de demande. On a une réticence par rapport à la réutilisation, aussi due au fait qu'on n'a pas d'informations sur les matériaux, donc on est un peu réticent à la réutiliser. On a un manque d'outils pour qui puissent aider les praticiens. Et puis, on a aussi cette complexité des bâtiments qui pose problème puisqu'on a plusieurs couches et qui vont se détériorer, qui vont nécessiter un changement à des moments de la vie du bâtiment différentes. On a aussi une problématique de transparence sur les composants. Donc, voilà, je pense qu'il y a des efforts au niveau des fabricants à faire à ce niveau-là aussi. On a des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour être déconstruits. Et on a aussi un marché de matériaux récupérés qui n'est pas organisé. Donc, la demande et l'offre ne sont pas forcément équilibrées. Et on a aussi un manque d'infrastructures pour la réutilisation et la remise aux normes en fait des matériaux. Et puis on a une vision bien sûr du bâtiment qui est assez fragmentée puisque chaque acteur va simplement regarder sa phase et va difficilement se préoccuper des phases suivantes. Donc on a identifié en fait 7 BIM-use spécifiquement pour l'économie circulaire. On a celle qu'on a appelée la Digital Model pour la fin de vie du bâtiment, qui s'appelle aussi le DIM, Deconstruction Information Model. On a le Material Passport, qui lui va contenir toutes les informations concernant les matériaux. Ensuite, on a identifié une BIM-use qui, elle, va s'intéresser à la validité de la donnée, puisqu'on parle d'une durée qui peut aller jusqu'à 60 ans. Il faut que cette donnée soit sécure, qu'elle soit mise à jour, qu'elle soit valide pour qu'on puisse l'utiliser. Et puis, on va avoir une BIM-use qui, elle, va permettre d'évaluer la circularité des bâtiments. On va avoir aussi une BIM-use qui, elle, va concerner, qu'on a appelé Material Bank, pour pouvoir gérer les matériaux qui sont récupérés. Et puis, on a le Project Database, ce n'est rien d'autre finalement que
avoir quelque part dans une plateforme toutes les informations qui concernent le bâtiment, mais durant toute sa vie, en fait, y compris la déconstruction. Et finalement, on va avoir aussi une des muses qui, elle, va devoir se concentrer sur le lien qui va exister entre la déconstruction et les matériaux qui sont générés, avec toutes les infrastructures qui vont gérer la récupération, qui vont gérer la réutilisation, la remise aux normes, etc. Donc, ce process-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Finalement, la complexité d'un projet, c'est un certain nombre de phases avec plusieurs types d'acteurs. Si on considère qu'on gère un bâtiment en BIM et en économie circulaire, on va avoir donc ce qu'on a appelé le PIM, enfin les Anglais appellent ça PIM, c'est Project Information Model. Donc c'est la maquette qu'on va générer durant la phase de design. Ensuite, on va avoir cette maquette-là, elle va nous servir pour la construction. Donc, elle s'appelle toujours PIM. Elle va ensuite être déclinée, c'est-à-dire qu'on va enlever des informations et on va en rajouter d'autres qui vont être plus utiles pour la gestion des bâtiments. Et puis, si on considère donc la phase de déconstruction, la fin de vie des bâtiments comme faisant partie du cycle de vie, on va avoir cette maquette, la DIM, qui, elle, va contenir toutes les informations concernant la déconstruction. Comment ces informations vont elles vont provenir de l'AIM et aussi de la maquette qui a été utilisée pour la construction et le design, en gros, en fait, le DOE numérique. Le lien qu'il va falloir réaliser, c'est avec finalement les matériaux récupérés et la material bank, puisque au niveau digital, on aura cette maquette de déconstruction. On aura donc toutes les informations sur les informations digitales sur les matériaux qu'on récupère. Et donc, il faudrait faire de telle sorte qu'il y ait une continuité, de telle sorte que la fenêtre récupérée, qu'elle puisse digitalement être réintégrée dans un projet. Voilà. Et ce qui change aussi beaucoup quand on parle d'un projet circulaire, c'est finalement faire remonter les exigences des différentes phases. On va avoir, dans un projet circulaire, on va avoir les recommandations et les exigences des personnes qui vont gérer la construction, les personnes qui vont gérer la gestion du bâtiment, mais aussi celles qui vont gérer, qui vont avoir le savoir-faire, en fait, de la déconstruction. Toutes ces exigences doivent remonter en amont et être données, en fait, aux designers, enfin, aux architectes qui, eux, vont concevoir en essayant de répondre au mieux aux exigences de chacun. Donc, voilà ce qu'il en est de comment la digitalisation peut, en fait, aider au passage de l'économie circulaire. Merci Rabia. Alors, côté Bâti-RIM, au niveau digitalisation, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Christine, ce que vous faites et comment vous procédez ? Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre effectivement à la question purement de en quoi le digital peut aider une démarche économie circulaire, je voudrais déjà vous partager nos retours d'expérience sur les chantiers de déconstruction, de rénovation, construction et le témoignage de nos clients qui nous disent plusieurs choses. Tout d'abord, il faut partir du principe qu'effectivement, ce nouveau paradigme bouscule considérablement les donneurs d'ordre et les propriétaires d'actifs, que sont notamment les maîtrises d'ouvrage, et vont nécessiter effectivement de les rassurer. Une démarche de Rabia en a également parlé. Il va falloir acculturer, sensibiliser, former et rassurer effectivement et guider les maîtrises d'ouvrage pour qu'elles puissent s'engager sereinement dans cette démarche-là. Le deuxième constat qu'on fait, c'est, et Rabia en a parlé aussi, c'est ces démarches d'économie circulaire dans les projets de déconstruction, rénovation, construction neuve vont considérablement, enfin re-questionnent déjà considérablement les pratiques par rapport à des chantiers plus classiques. Et il va falloir effectivement se poser la question de la mise en place de nouveaux processus. Un troisième point, c'est effectivement que l'économie circulaire, c'est pas un vœu pieux. Il va falloir apporter la preuve, effectivement, de la réalisation des objectifs d'économie circulaire. Et il va y avoir un besoin de transparence et de traçabilité qu'il va falloir apporter, puisque notamment maintenant, à la fin d'un chantier, il va falloir faire le recollement
et poster sur la plateforme du CSTB les chiffres concrets de l'économie circulaire qui aura pu être réalisée sur le chantier, c'est-à-dire où sont partis concrètement les flux, vers quelle filière, jusqu'à l'adresse même du repreneur. Donc ceci va exiger une traçabilité de bout en bout qui n'était pas, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui complètement exhaustive sur les chantiers et sur le suivi des flux. Et puis, un autre levier de cette transparence, c'est effectivement de pouvoir apporter la preuve du résultat, non seulement aux autorités, mais également à ses confrères, à ses consoeurs, à la filière, pour pouvoir dire, voilà, j'ai réussi, c'est possible, et encourager petit à petit à transformer effectivement la filière et à engager les personnes à s'intégrer dans cette démarche. Donc le digital, par rapport à tous ces postulats, il va avoir un intérêt particulier pour tout ce qui est data, c'est-à-dire collecter la donnée, exploiter la donnée, mettre en visibilité la noter, la traiter, l'exploiter, en faire des synthèses, suivre des KPI sur les chantiers. Un des deuxième enjeu, ça va être de fluidifier l'intervention, la transmission de l'information autour d'un projet, qui va avoir comme double bénéfice de mobiliser les acteurs. Il y a effectivement de nombreux acteurs à faire entrer dans la chaîne globale de réalisation, de la concrétisation d'une opération d'économie circulaire, que ça soit des diagnostiqueurs maintenant qui vont devoir faire un inventaire poussé de la ressource d'un bâtiment, que ça soit des maîtrises d'œuvre, que ça soit des assistants en maîtrise d'ouvrage, les entreprises de déconstruction qui sont également au premier plan. Donc il va falloir faire bouger tout ce monde-là. Et effectivement, le digital peut avoir un rôle à jouer. Également sur la mobilisation des parties prenantes et puis de manière plus globale sur le pilotage et l'organisation du projet. Alors chez Batirim, nous avons, alors si je peux, voilà. Ah, alors là il faut que je passe vite fait parce que ça c'est simplement je vais passer, hop, vous n'avez rien vu, c'est pour tout à l'heure. C'est simplement revenir effectivement sur les outils d'aide que nous avons mis à disposition en termes de digitalisation. C'est notamment la technologie du RIM, donc le RIM pour Resource Information Modeling, qui se veut l'inverse du BIM que tu nous as très bien expliqué, Rabia, et qui a la vocation, de la même manière que le BIM accompagne des projets de conception et de construction, qui a vocation à accompagner des projets de déconstruction et d'innovation. Donc le RIM, c'est la dernière brique qui manquait au BIM sur les sujets de déconstruction, avec toujours cet avantage d'échanger de l'information, de faciliter la collaboration autour d'une interface unique, d'un lieu unique de repérage, d'un point de repérage du projet, et puis bien sûr d'aider au pilotage et à la maîtrise de son opération. Voilà. Donc concrètement, comment ça se traduit sur un projet Ah oui, voilà. Voilà, donc là je vous ai partagé notamment ce qu'on fait avec 1001 Vie Habitat, qui est un bailleur social qui s'est lancé dans un projet pharaonique de renouvellement urbain de la Cité des Indes à Sartrouville. Et sur ce projet, nous leur avons mis intégralement la solution Batirim en main, ainsi qu'à toutes leurs parties prenantes qui vont intégrer le projet au fur et à mesure du chantier, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, l'assistant en maîtrise d'ouvrage et puis l'entreprise de déconstruction et en amont le diagnostiqueur, pour répondre à leur objectif d'économie circulaire d'une part, mais également de transformation digitale. Ils ont remporté, suite à un appel à manifestation d'intérêt, ils ont été lauréats du programme ENRU+, pour injecter justement de l'innovation digitale dans ce type de projet. Donc sur ce projet, nous les accompagnons en tant qu'AMO digital, c'est-à-dire qu'on forme, qu'on sensibilise et qu'on met en place les fonctionnalités qui leur seront utiles pour la gestion du projet. Donc, dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails, les principales fonctions digitales que nous mettons à disposition pour couvrir les besoins métiers correspondent à tout d'abord inventorier la ressource, c'est-à-dire être capable de créer a posteriori un jumeau numérique de tout ce qui constitue, d'un bâtiment, c'est-à-dire relever sur plan 3D. Alors on est en train de développer la 3D, mais la priorité dans un premier temps était surtout d'avoir un outil qui facilite l'inventaire de la ressource, et le 2D était largement suffisant pour démarrer. Il y a d'autres sensibilisations et acculturations qu'il fallait faire avant d'aller directement sur la 3D. Donc effectivement, grâce à une application sur site, à partir d'un plan qui aura été intégré dans l'outil et mis à l'échelle, on peut poser tous les éléments qui constituent un bâtiment.
au travers d'une bibliothèque existante, nomenclaturée, structurée, pour pouvoir effectivement assurer la cohérence de la traitement de la donnée derrière. Une porte s'appellera toujours une porte, peu importe la porte. Le deuxième intérêt, donc je rappelle simplement au passage l'obligation réglementaire qui est maintenant de réaliser pour tout projet de démolition de plus de 1000 m² et toute opération de rénovation significative, un diagnostic produits, équipements, matériaux, avec ayant comme vocation non seulement de repérer la ressource et les éléments qui constituent le bâtiment, mais surtout d'identifier les filières associées à chaque élément en priorisant le réemploi et la réutilisation. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de la démarche économie circulaire qui va s'implémenter ensuite par la suite. Le deuxième usage métier de cette solution digitale, c'est effectivement de préparer, d'aider à la préparation du projet, donc d'appeler tous les documents qui sont attendus pour initier le projet, de faciliter effectivement l'organisation et la vie des documents à travers une GED, et puis de faciliter la lecture grâce à une nomenclature qui est partagée par tous et qui est comprise par tous les acteurs du projet. Le troisième aspect va être une aide au pilotage du projet, puisque on le voit en nomenclaturant la ressource, les équipements qui constituent un bâtiment, en nomenclaturant effectivement, organisant une gestion des documents, on va aider finalement à poser petit à petit des processus et à poser des méthodes de travail. On met en place également des formulaires, des modèles, des standards de documents qui ont vocation à être capitalisés pour la suite sur d'autres projets de déconstruction. Et c'est tout l'intérêt, et c'est ce que recherche la maîtrise d'ouvrage, et ça fait partie des premiers bénéfices tangibles qu'elle voit. C'est effectivement, on lui a constitué toute une base documentaire avec des livrables qu'elle va pouvoir faire utiliser et réutiliser par la suite pour pouvoir faire monter en compétence ses équipes internes, puisque les modèles existeront, les processus existeront, les méthodologies seront déjà existantes et pourront être partagées à travers un outil digital qui va conserver la mémoire de ce qui aura été fait et du retour d'expérience. Donc, il y a, comme dans le BIM, toute la logistique qui est intéressante sur la gestion documentaire pour viser des documents, valider des documents, commenter les documents. Donc, on oublie et on arrête les envois de mails. Voici la VO, la V0. Est-ce que tu peux me valider? Je te renvoie par mail une V1 que j'annote à nouveau. Donc, fini ces possibilités. On facilite considérablement la gestion et la vie des documents. C'est un outil qui permet également de prendre des photos, de faire des comptes rendus directement avec l'application sur site. Donc on peut faire des rapports photos, on peut faire les comptes rendus de chantier directement sur le chantier. Ce qui évite, et ça je cite un maître d'œuvre qui nous dit ça m'a considérablement changé la vie, je n'ai plus à utiliser mon téléphone pour faire des photos dans un premier temps, à aller au bureau, à ouvrir un modèle Word, à intégrer mes photos dans le Word. Là, tout se génère automatiquement puisque dans l'appli, on peut faire le compte-rendu et y associer des photos. Et puis, bien sûr, l'outil central va être le suivi, la traçabilité, à travers la génération et la signature sur site de bons de cession pour tout ce qui est éléments de réemploi et de réutilisation. Également, tout ce qui est bordereau d'évacuation des déchets. À partir de ces bons qui actent de la sortie d'un flux à un moment donné, on peut générer des registres automatiques et de ces registres, on génère des tableaux de bord. Donc en fait, la boucle est bouclée, on a une visibilité quasi en temps réel de la vie du chantier, de ce qui s'y passe et de où sont partis mes flux et où j'en suis par rapport à l'atteinte de mes objectifs économie circulaire qui souvent se traduisent par des taux de valorisation globaux, certains par matière, des pourcentages de réemploi, ce genre de choses. Et puis à la fin, effectivement, le pilotage se concrétisera par le bilan d'opération, du retour d'expérience et une capitalisation des pratiques. Et puis enfin, la solution digitale va avoir vocation aussi à faciliter la clôture du chantier avec des PV de réception qui sont pareil digitalisés, qui peuvent être rédigés directement et signés directement sur site avec les réserves, avec les photos, avec les commentaires associés. Et puis également, on peut faciliter à travers des modules de revue de projet l'attendu de tous les éléments des différentes parties prenantes pour constituer son DOE. Et puis checker au fur et à mesure, être alerté au fur et à mesure que les documents sont déposés et les viser en direct dans la solution digitale. Donc au global, cette solution digitale, vous l'avez sans doute perçue, mais c'est une interface web, une vraie plateforme collaborative en mode SaaS sur un cloud, et puis une application mobile qui permet d'être d'utiliser toute la souplesse dont on a besoin sur le terrain.
Merci Christine. Donc Rabia, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous faire partager quelques retours que tu as sur des projets, des retours terrain? Oui, tout à fait. Donc, on va voir ensemble deux projets. Un dont je vous ai parlé tout à l'heure, duquel les principes d'économie circulaire ont été tirés. Donc, c'est un projet de logement social qui a été réalisé au Danemark et qui a été construit selon les principes de circularité. Il a été conçu pour être en fait complètement démontable. Donc, c'est 60 logements sociaux ça a été achevé en 2020. Et donc l'objectif, c'était d'apporter la preuve qu'il était possible de concevoir des logements avec plus de 90% des matériaux qui sont réutilisables. Alors, ce qui est important, sans perte de valeur. Donc, dans ce projet, ils ont utilisé plusieurs systèmes de construction. Il y avait plusieurs parties prenantes qui ont été impliquées dès la phase de conception. 4 équipes d'architectes pour la conception collective, des entrepreneurs, des ingénieurs, des démolisseurs et puis le maître d'ouvrage. En gros, il y avait aussi une trentaine d'entreprises qui ont été impliquées dans ce projet et ils ont dû aussi faire un ajustement des business models de la construction. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a un guide qui est né, qui est accessible sur Internet gratuitement pour la mise en œuvre de l'économie circulaire avec les 15 principes dont on a parlé tout à l'heure. Sur un autre registre, là, c'est un projet qui a été réalisé à Lyon, Confluence. C'est un bâtiment de bureau. Donc, ça a été vraiment un défi, ce projet, parce que c'est un ERP sur 3 niveaux. Donc, c'est 1000 mètres carrés sur 3 niveaux. La terre du site n'a pas pu être utilisée parce qu'en fait, c'est de l'argile qui était polluée. Donc, on a utilisé de la terre qui venait d'un site pas très avoisinant. Le système constructif, donc c'est du pisé, donc c'est un procédé traditionnel et ancestral où on utilise de la terre, de l'eau et on compresse tout ça, pardon, et ça donne des blocs qui sont ensuite empilés et donc ça permet d'avoir les murs porteurs du bâtiment. Donc, dans ce projet-là, les façades, elles sont faites en pisé. Elles reposent sur des blocs de pierre. Les blocs de terre comprimée ont été réalisés sur le site. Donc, c'est préfabriqué avec un temps de stockage pour pouvoir les laisser sécher. Pour pouvoir avoir cet ensemble qui est assez novateur, on a associé une structure en bois qui, elle, va venir soutenir les arcs, c'est connecté aux arcs pour répondre aux exigences parasismiques, puisqu'à Lyon, on est en zone sismique. On va avoir aussi au milieu une cage d'escalier qui va faire office de contreventement. Et donc, comme je disais, les planchers vont s'encastrer dans les murs en pisé. Donc, le seul emploi du béton qu'il y a eu dans ce projet, ça s'est limité aux fondations. Donc, comme on le voit là sur la photo, on a les blocs qui ont été réalisés, si je me souviens bien, à peu près une année avant, pour les laisser sécher, avec une protection, puisque un des problèmes de la terre du pisé, en fait, c'est qu'il est très sensible à l'humidité. Donc, on a eu un certain nombre de challenges sur ce projet. La première, c'est parce que le système constructif, il est inhabituel. On manque de régulation, enfin de loi concernant ce système de construction. On a dû donc réaliser les blocs sur site, les préfabriqués, donc les stocker. Donc ça a des exigences en fait en termes de stockage qui sont assez importantes. On a aussi une différence dans l'organisation du projet parce que les rôles et les responsabilités ont été différents. Le maçon, dans un projet comme celui-là, joue un rôle primordial puisque c'est lui qui va faire remonter son savoir-faire aux architectes qui, en l'occurrence ici, n'avaient que très peu d'expérience dans la construction en pisé. Et puis, on a aussi une spécificité, c'est que le design, il a été adapté aux matériaux et non pas l'inverse. Ce qu'on fait habituellement, on adapte
on va pas adapter le design, c'est plutôt le matériau qu'on va adapter. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce projet. On peut peut-être, voilà, j'avais une slide en fait qui reprenait un petit peu les différents challenges qu'on avait. Donc je sais pas si je continue. Oui, Arnaud. vas-y Rabia, vas-y. Ouais. L'objectif Donc, là, en fait, maintenant, c'était un peu de conclure cette table ronde et puis avoir peut-être vos perspectives sur. Il y a un peu un changement de paradigme qui est en train de s'opérer, où on met en place des mécanismes d'économie circulaire, mais on est encore au début, c'est encore les balbutiements. Donc voilà, si on se projette dans 50 ans, comment vous voyez la chose? Alors, je sais pas, Rabia, tu peux peut-être commencer? Oui. Alors, basé sur ce que je vous ai présenté, en fait, et notamment le dernier projet, ce qui a été mis en exergue, c'est finalement un certain nombre de facteurs qui vont entraver la récupération des matériaux de construction. Donc, le secteur de construction, de la construction, il est très peu digitalisé. La déconstruction l'est presque pas. En fait, on commence tout juste à avoir des projets de déconstruction digitale. Donc, la déconstruction, c'est une approche qui va nécessiter des compétences spécifiques qui vont prendre du temps et par conséquent qui va coûter cher, beaucoup plus cher que la déconstruction. C'est aussi une technique qui n'a pas encore développé, qui n'a pas, enfin, mis à part ce que tu viens de nous présenter, Christine, mais en tout cas, ça reste quand même très novateur. On n'a pas de logiciel, en fait, ou des choses qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage de réaliser des bâtiments circulaires ou à la fin de déconstruire de manière optimale un bâtiment. Et à l'échelle du bâtiment, ceux qui nécessitent d'être déconstruits, le problème, c'est que les bâtiments existants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas été conçus pour cet effet. Donc, du coup, la déconstruction va forcément amener des matériaux qui vont être détériorés, puisque ça n'a pas été conçu pour. Et on va avoir, du coup, des pertes au niveau des matériaux et des quantités qu'on va pouvoir réutiliser. On va aussi, à l'échelle des matériaux et des composants, on va avoir une problématique qui va être liée au manque d'informations et aussi un marché. Voilà, comme je l'ai dit. Je pense que au niveau économie circulaire, on pourrait vouloir dire, ben voilà, on va essayer de déconstruire et puis on va stocker les matériaux qu'on récupère en attente de nouveaux preneurs. Je pense que c'est pas forcément l'optimal. L'optimal, c'est quand même quand on arrive à anticiper et le donneur et celui qui va récupérer les matériaux qu'on va récupérer, parce que la problématique de stockage, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer comme étant important. Donc voilà les points que moi je vois en fait comme étant les points clés à retenir en fait. Merci Rabia. Christine, on te laisse le mot de la fin. Alors effectivement, déjà je rebondis sur ce que vient de dire Rabia. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir dans la démarche économie circulaire. Mieux on se prépare en amont, mieux on arrive à effectivement préparer les choses, impliquer les personnes au bon moment, dans le même sens, pour arriver au résultat qu'on s'est fixé. Donc c'est clair que c'est tout un chaînage qui doit être mis en place. Moi, je suis assez confiante sur l'avenir et je pense qu'aujourd'hui, on a relativement bien identifié les freins encore à l'économie circulaire et je pense qu'il va falloir travailler sur ces freins-là et comment se projeter dans l'avenir à partir de ce retour d'expérience sur les freins qui sont nombreux. Le business model qui est pas là, le marché qui est pas encore là, des personnes qui sont pas suffisamment acculturées, sensibilisées, avec beaucoup de doutes. Donc il va falloir des pratiques qui sont à re-questionner, à renouveler, des remises en question. Enfin voilà, il y a énormément de freins, mais pour autant ces freins-là vont nous aider à nous projeter sur l'avenir et à envisager différemment non seulement la préservation des bâtiments existants, mais effectivement la construction des futurs bâtiments. Les bâtiments existants, il va falloir les préserver autant que possible pour éviter de les démolir de manière trop anticipée. Et les constructions neuves devront être également construites dans cette logique, c'est-à-dire faciliter l'entretien
des équipements constitutifs des bâtiments et puis de l'enveloppe globale des bâtiments et ne pas laisser dépérir les bâtiments jusqu'à un point où effectivement toute rénovation serait devenue inutile. Donc ça, c'est un des premiers leviers et qu'il faut avoir un des premiers bons réflexes. Donc ça, je gage que ça se fera progressivement. Un des deuxièmes réflexes doit être de réellement se mettre dans une démarche d'éco-conception. C'est la clé. Demain, dans toutes les constructions neuves et rénovations, il va falloir intégrer des matériaux biosourcés, il va falloir intégrer des matériaux issus de réemploi. Il y a déjà des objectifs qui sont fixés, notamment dans les établissements publics, qui doivent au moins intégrer 50% de matériaux issus du réemploi parce qu'ils ont l'avantage de sur la partie élimination. Donc c'est pas neutre, ça peut, sur certains, je vous donne des ratios, hein, on peut aller de quelques centaines de tonnes équivalent CO2 sur des petits chantiers avec une trentaine d'éléments en réemploi, et on peut vite atteindre des milliers de tonnes équivalent de CO2 carbone évitées sur des chantiers plus importants où on va avoir une centaine d'éléments de réemploi qui auront été, d'éléments qui auront été dirigés vers le réemploi ou la réutilisation. Donc l'éco-conception, c'est quelque chose de clé. Deuxième chose à avoir en tête pour effectivement la construction future, c'est d'ajuster également les modes d'assemblage, de travailler sur les modes de construction. Un des freins aujourd'hui au réemploi, c'est déposer proprement les éléments en préservant leur intégrité sans les abîmer pour qu'ils puissent être réutilisés. Donc il y a un vrai travail aussi sur les modes d'assemblage, les modes de fixation des éléments pour permettre de les déposer proprement en préservant leur intégrité et leur usage premier pour favoriser tout d'abord le réemploi plutôt que la réutilisation. On voit que sur les équipements techniques électroniques, il y a un gros enjeu également d'entretenir et de conserver la mémoire. Donc la documentation est un point clé également. On donnera confiance aussi si on sait de quel matériau il s'agit au départ, de quel élément il s'agit au départ, et si on est capable d'apporter la preuve d'un entretien, d'une année de mise en service, d'heures de fonctionnement. Donc toute la documentation est importante à conserver sur les futures constructions, rénovations et constructions neuves. Voilà les enjeux. Les DOE, aujourd'hui, quand on intervient sur des déconstructions, on a du mal à avoir la mémoire du bâtiment qui a été construit. Donc j'invite également à conserver le plus possible le DOE et à faire une banque de données de tous les éléments qui constituent un bâtiment pour que ça facilite effectivement la prise de connaissance, la caractérisation des éléments dans le but de les rediriger vers une filière de réemploi et de réutilisation avant le recyclage, qui n'est pas à oublier. Le recyclage, c'est vraiment effectivement le troisième R de la démarche économie circulaire. Et le digital, on l'a vu, a vocation à permettre tout ça en digitalisant de l'information et puis effectivement en conservant les documents et la mémoire sur les éléments qui constituent un bâtiment. Voilà dans les grandes lignes. Et j'ai bon espoir que demain, effectivement, on aura des acteurs qui soient plus formés sur ces sujets-là et donc plus engagés, qu'on ait des pratiques qui aient été revues, qu'on ait également, par rapport aux freins actuels sur tous les aspects garantis, assurantiels, pour réinjecter des éléments de réemploi dans les constructions, qu'on ait également des bureaux de contrôle et des assureurs qui montent à bord de ce sujet et qui développent des modes opératoires pour requalifier et reconditionner et valider, porter agrément sur les éléments de réemploi dans la construction. Et puis bien sûr un business model, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, un des freins, c'est également combien ça va me coûter. Est-ce que ça va me coûter plus cher que si je fais un chantier classique ?
Pas forcément. En tous les cas, ça ne remet pas du coup en cause, on va dire, la stabilité et la santé financière d'un projet de déconstruction, de rénovation. Donc, il faut être confiant sur le sujet. Mais pour autant, il y a besoin d'établir un business model avec clairement ce que ça coûte d'un côté, les recettes, les gains de l'autre, pour pouvoir rassurer tout le monde sur un budget de travaux en mode économie circulaire. Et puis, la communication, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Communiquer sur des expériences réussies, partager les bonnes pratiques, c'est ce qui va faire monter aussi potentiellement tout le monde en compétence sur le sujet, et puis montrer que c'est possible et rassurer pour que chacun puisse à son niveau engager et intégrer la démarche et au final transformer la filière. Donc je suis assez confiante pour l'avenir. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Rabia. Et puis, bon, voilà, je pense que ça clôture cette table ronde. Voilà, merci beaucoup. Ok. Merci à tous. Merci.